Pendant plus de 30 ans, Bill Wyman est resté en retrait des feux de la rampe, tout en étant une figure centrale dans la création de un groupe qui allait marquer l'histoire du rock. Aux yeux du public, il apparaissait comme l'élément calme, stable et presque invisible dans un tourbillon de chaos et de tension. Mais le temps a une manière bien à lui de dévoiler ce qui restait jusqu'alors sous silence. Et aujourd'hui, après s'être éloigné du groupe, Bill Wyman a enfin mis des mots sur ce qu'a été sa vie à côté de Keith Richards. Sans rancune, sans dramatisation et sans plus jamais faire semblant. Celui qui est resté dans l'ombre. Lorsque Bill Wyman a rejoint les Rolling Stones en décembre 1962, il ne ressemblait en rien aux autres membres du groupe. Déjà plus âgé, plus posé et résolument moins intéressé par la construction d'un mythe, Bill se distingue dès son arrivée. Tandis que Mick Jagger et Keith Richards cherchaient encore à canaliser leur rébellion pour créer une identité collective, Bill, lui, arrivait avec l'expérience et la rigueur nécessaires pour apporter à l'ensemble du groupe la stabilité qu'il manquait. Il ne venait pas seulement avec sa basse, mais aussi avec son propre amplificateur, des câbles de meilleure qualité et surtout un sens des responsabilités que les Stones avaient désespérément besoin. Bill comprenait que l'organisation, la structure et le travail bien fait étaient des éléments essentiels à la cohésion du groupe. Bien loin des élans créatifs et de l'improvisation des autres membres, il apportait un sens pratique qui, à l'époque, était précieux pour garantir la bonne marche de la machine Rolling Stones. De l'extérieur, le groupe apparaissait comme une fraternité soudée par la musique, unie par le bruit, la confrontation et une vision commune du monde. Mais en coulisses, Bill se rend vite compte que l'appartenance à ce collectif n'équivaut pas à une véritable intégration. Bien qu'il soit indispensable au son du groupe, il reste marginalisé du cercle intime qui se tisse autour de Mick et Keith. Ils se connaissent depuis Darford et Brian Jones, qu'il a toujours vu comme le véritable fondateur du groupe, a été le ciment qui a réuni la première formation. Bill, quant à lui, est invité parce qu'il est nécessaire, non parce qu'il est désiré. Au fil des premières années, cette absence de lien personnel ne semble pas poser de problème. Le groupe est jeune, pauvre et concentré sur sa survie. Bill s'immerge dans la musique, forgeant avec Charlie Watts une section rythmique d'une stabilité qui deviendra la référence des critiques musicaux. Des albums comme Out of Our Head, Aftermath ou Between the Buttons reposent sur cette stabilité, permettant au groupe de surmonter les conflits internes et de continuer à avancer. Tandis que les personnalités s'entrechoquent et que les directions artistiques se disputent, la constance de Bill maintient une base solide qui empêche tout de s'effondrer. Cependant, à mesure que le groupe gagne en popularité et que ses membres se transforment en superstars internationales, Bill commence à se sentir de plus en plus isolé. Les premières fissures apparaissent. Il commence à tenir des journaux privés, notant qu'il se sent parfois plus comme un instrument que comme un véritable membre à part entière du groupe. Des décisions sont prises sans sa participation. Les conversations s'arrêtent lorsqu'il entre dans la pièce. Keith Richards, dans ses mémoires, reconnaîtra plus tard que Bill avait plus d'expérience réelle de la scène que n'importe quel autre membre du groupe, mais ce respect ne se traduit jamais par une véritable autorité ou une place égale à celle des autres. La structure de pouvoir des Rolling Stones devient de plus en plus rigide. Au milieu des années 1960, les crédits d'écriture sont consolidés sous les noms de Jagger et Richards, excluant tous les autres membres du groupe de la sphère créative et de la sécurité financière. Bien que Bill accepte cette situation à l'époque, convaincu que la loyauté et la contribution finiraient par être récompensées, il ne manifeste aucune rébellion ouverte. Il ne menace pas d'action légale, ne réclame pas de reconnaissance et continue de jouer sans discuter. Cette attitude d'acceptation tranquille, voire résignée, définira son rôle au sein des Rolling Stones pendant les 3 décennies suivantes. Cependant, plus le groupe grandit, plus la fracture entre l'apparence extérieure du succès et la réalité intérieure se creuse. Bill est toujours là, présent sur chaque tournée, participant à chaque session d'enregistrement, remplissant ses obligations avec rigueur. Mais en dehors du studio et de la scène, il se retrouve de plus en plus à l'écart du processus décisionnel. La machine Rolling Stones est désormais gérée par 2 hommes, Mick Jagger et Keith Richards, tandis que Bill et Charlie Watts, de plus en plus effacés, continuent d'assumer leur rôle sans jamais être vraiment inclus dans les prises de décision artistiques ou financières. Lorsque Bill Wyman rejoint les Rolling Stones en décembre 1962, le groupe est encore une formation émergente, en pleine construction. Presque une promesse, mais pas encore une légende. Mick Jagger et Keith Richards, bien qu'ayant commencé à forger un certain esprit de rébellion et d'ambition, sont loin d'incarner ce qu'ils deviendront plus tard. Ils sont jeunes, passionnés, mais aussi imprévisibles et peu structurés. L'arrivée de Bill est donc un tournant décisif dans l'histoire des Rolling Stones. Bill n'est pas comme les autres. Il est plus âgé que Mick et Keith, plus calme, plus réfléchi, avec une discipline qui tranchera avec les comportements souvent chaotiques du reste du groupe.
Dès ses premiers pas avec les Rolling Stones, il se démarque. Non seulement parce qu'il est l'un des premiers à adopter une approche plus sérieuse de la musique, mais aussi parce qu'il comprend immédiatement que le groupe a besoin de stabilité. Bill n'est pas là pour imposer sa vision artistique ni pour s'impliquer dans des luttes de pouvoir. Il sait que la survie du groupe dépend avant tout de sa capacité à rester cohérent et organisé. C'est pourquoi il arrive avec son propre matériel. Il ne se contente pas de sa basse, mais y ajoute son propre amplificateur, des câbles plus solides et une capacité à penser à l'aspect technique des performances. Un geste simple mais symbolique de son pragmatisme et de son sens du professionnalisme. Cette approche se révélera cruciale pour le groupe. Dans les premières années de la carrière des Rolling Stones, la stabilité technique de Bill est ce qui leur permet de jouer sans défaillance. À une époque où les membres du groupe sont plus préoccupés par la rébellion et l'expérimentation que par les aspects logistiques de la scène, Bill s'assure que les concerts ne se transforment pas en chaos. Avec Charlie Watts à la batterie, une complicité musicale se crée entre eux, et ensemble, ils forment l'ossature rythmique sur laquelle le groupe va se construire. C'est cette base qui permettra aux Rolling Stones de se faire un nom, même dans des conditions de plus en plus difficiles. À cette époque, Bill n'est pas encore qu'un simple bassiste. Il est déjà un pilier caché, mais essentiel à la mécanique du groupe. Il sait se fondre dans l'ombre, ne cherchant pas à être l'objet de l'attention. Cette caractéristique de discrétion, bien que précieuse pour la stabilité du groupe, aura également un coût pour lui au fur et à mesure des années. À l'époque, il n'a pas encore cette idée précise que sa place dans le groupe sera marquée par une constante marginalisation. Ce qui semble être une collaboration harmonieuse à ce moment-là prendra une toute autre tournure dans les années suivantes. Les Rolling Stones, bien qu'encore jeunes et instables, commencent à faire parler d'eux. Leurs concerts attirent un public plus large, leurs chansons font fureur, et les premières compositions, soutenues par les duos Jagger-Richard, commencent à trouver leur place sur les ondes. Mais à l'intérieur du groupe, c'est un autre type de révolution qui s'opère. Bien que Bill soit l'un des membres les plus discrets, il commence peu à peu à ressentir un malaise grandissant. Un malaise qu'il cache derrière sa discipline de travail, mais qui ne peut ignorer. Si, au début, tout semble fluide, Bill commence à comprendre que sa position au sein du groupe n'est pas aussi stable qu'il l'avait imaginé. Dans les coulisses, il voit que le pouvoir se concentre de plus en plus entre les mains de Mick et Case. Peu à peu, le groupe se structure autour d'eux deux, et Bill se retrouve à la périphérie de ce cercle de décision. Il joue sa partition, mais n'a pas son mot à dire sur les choix musicaux ou la direction du groupe. Les décisions sont prises sans lui, et il s'en accommode, croyant à l'époque que cela est temporaire et qu'un jour, sa loyauté et son professionnalisme seraient récompensés. Mais au fur et à mesure que les années passent, et que la structure de pouvoir des Rolling Stones devient plus rigide, Bill commence à douter que sa contribution soit un jour reconnue à sa juste valeur. Le groupe, en pleine ascension, prend une direction de plus en plus commerciale et stratégique, et les crédits d'écriture des chansons sont désormais concentrés sous les noms de Jagger et Richard. Ce changement marquera une nouvelle étape dans l'évolution des Rolling Stones. Bien que les deux leaders du groupe soient en pleine effervescence créative, Bill et les autres membres se retrouvent largement exclus de la gestion artistique du groupe. Et même si, à cette époque, les tensions ne sont pas encore flagrantes, un fossé se creuse lentement. Les crédits d'écriture de chansons comme I Can't Get No, Satisfaction ou Painted Black reflètent cette nouvelle répartition du pouvoir. Mick et Case deviennent les indiscutables maîtres de la scène créative et financière du groupe. Bill, malgré ses contributions à certains morceaux, se retrouve effacé. La manière dont le groupe se construit autour de ces deux figures dominantes commence alors à transformer la dynamique interne des Rolling Stones. Là où Bill s'efforce de garder une certaine stabilité, d'apporter des solutions pratiques et logistiques, Mick et Case s'épanouissent dans le chaos, l'expérimentation et l'ambiguïté. Ce contraste de personnalité, qui semblait au début complémentaire, devient au fil du temps de plus en plus difficile à concilier. Bill se fait petit à petit oublier dans ce processus, et bien qu'il continue d'être la colonne vertébrale musicale du groupe, il ressent une déconnexion grandissante. Son rôle est de plus en plus celui d'un instrument dans un orchestre, sans véritable contrôle sur les décisions qui affectent son travail. Il accepte cette situation. Il continue à jouer son rôle avec rigueur, à être le soutien indispensable pour la section rythmique. Mais dans son esprit, quelque chose commence à se briser. Ce n'est pas une révolte qui émerge, mais plutôt un épuisement intérieur. Une fatigue silencieuse. Bill commence à prendre conscience que, malgré tout ce qu'il a apporté aux Rolling Stones, il est de plus en plus un simple exécutant dans un système qui n'a pas contribué à bâtir. Et si cette situation ne le perturbait pas immédiatement, elle s'installe lentement comme une ombre persistante qui finit par altérer sa vision du groupe et de sa place au sein de celui-ci. Au fur et à mesure que les Rolling Stones deviennent de plus en plus célèbres, un phénomène étrange se produit en coulisses.
La croissance exponentielle du groupe, combinée à l'arrivée de nouveaux défis personnels et créatifs, modifie la dynamique de l'intérieur. Si, au départ, les relations entre les membres du groupe étaient relativement simples, avec Bill agissant comme un élément stable et secondaire, l'accélération de leur succès met en lumière les fractures invisibles qui se développent peu à peu. Derrière le succès public et les premiers albums qui marquent un tournant dans l'histoire du rock, un fossé se creuse entre les deux pôles du groupe, Mick Jagger et Keith Richards. La popularité croissante de la bande, couplée avec les excès d'une célébrité en pleine expansion, place de nouvelles pressions sur les relations au sein du groupe. Bill, toujours aussi discret et professionnel, est témoin de cette transformation. Un fossé commence à se creuser. Les tensions entre les deux leaders, Keith et Mick, deviennent de plus en plus palpables. Chacun cherche à imposer sa vision artistique et personnelle du groupe, créant une atmosphère de plus en plus marquée par des confrontations, même si elles restent souvent subtiles. L'arrivée de Bill Wyman au sein des Rolling Stones se voulait un acte de stabilité, une sorte de pilier à la base du groupe. Mais plus les années passent, plus ce rôle semble réduire à une fonction rythmique, sans véritable impact sur les grandes décisions stratégiques et créatives. Dans un groupe où tout est en perpétuelle évolution, Bill reste ce contrepoids silencieux qui empêche tout de basculer. Mais cette stabilité apparente n'empêche pas le groupe de se fissurer. Les relations deviennent plus tendues et Bill commence à se rendre compte qu'il n'a pas voix au chapitre. À l'époque, Mick Jagger et Keith Richards deviennent les figures dominantes du groupe. L'un est un showman instinctif, concentré sur l'image et la performance. L'autre, un guitariste brillant mais également porté par une philosophie de chaos créatif. Bill se rend vite compte que, même s'il a son rôle dans le groupe, il ne fait pas partie de cette dualité de pouvoir qui se renforce peu à peu. Mick et Keith forgent le destin des Rolling Stones, laissant peu de place à une quelconque remise en question. Cette séparation de pouvoir entre les deux leaders est exacerbée par la rivalité croissante qui se développe au fil des années. Là où Mick Jagger cherche à prendre de plus en plus de décisions concernant l'image du groupe et son orientation artistique, Keith, lui, se centre sur la musique brute, sur le côté instinctif et presque primal des performances. Si l'un revendique un contrôle sur le domaine visuel, l'autre insiste sur la pureté créative, créant ainsi un tiraillement constant qui semble exclure tout compromis. Bill, toujours à l'arrière, se retrouve exclu de ces discussions, même si ses contributions à la musique du groupe ne sont pas négligeables. Il fait partie du groupe, mais il n'en fait pas réellement partie. Cette marginalisation commence lentement à le ronger. Au début, cela n'est qu'une gêne, un sentiment de non-appartenance qui se fait discrètement sentir dans son quotidien. Puis, peu à peu, ce malaise prend de l'ampleur, non pas à travers des conflits ouverts, mais par l'ignorance silencieuse dont il fait l'objet. Cette attitude des deux leaders va marquer la trajectoire de Bill au sein du groupe. Il devient un membre du groupe non pas par affinité ou partage des mêmes idéaux, mais par nécessité. Ce n'est pas un choix, c'est une évidence imposée par le fonctionnement même des Rolling Stones. Là où Mick et Keith sont les cerveaux du groupe, et où Charlie Watts est un pilier silencieux, Bill Wyman devient un rouage supplémentaire dans une machine qui semble fonctionner sans lui. Il est là, présent, fidèle, mais sans avoir son mot à dire. Les décisions stratégiques du groupe, de la gestion des droits d'auteur à la direction musicale, sont prises entre les mains des deux leaders et Bill n'a aucun contrôle. Les années 1960 s'écoulent donc dans une routine presque prévisible. Bill reste derrière son instrument, discret mais compétent, jouant le rôle pour lequel il a été recruté. Il sait qu'il est nécessaire à la formation, mais il comprend aussi qu'il est de plus en plus éloigné des aspects créatifs qui façonnent l'âme du groupe. La question qui émerge alors, que représente réellement Bill Wyman dans ce groupe qui devient une véritable machine à succès? Est-il un membre essentiel du groupe ou est-il tout simplement un instrument qui doit exécuter une fonction particulière sans jamais intervenir dans les grands choix? Pour Bill, il ne fait pas de doute que son rôle au sein des Rolling Stones est celui d'un technicien, un membre qui veille au bon déroulement de la performance musicale sans jamais être vraiment impliqué dans la genèse de la musique elle-même. En effet, malgré ses compétences et son expérience, ses idées sont souvent mises de côté. Ses contributions, même lorsqu'elles ont un impact évident, comme lors de la création de certaines lignes de basse ou de l'écriture de parties instrumentales essentielles, sont effacées. Et si Bill n'a jamais contesté publiquement ce traitement, il ressent au fond de lui une injustice qui se fait de plus en plus lourde à porter. Dans les coulisses, pendant les sessions d'enregistrement, l'influence de Bill est de plus en plus réduite. C'est là que les fractures internes deviennent les plus visibles. Les décisions sont prises sans lui, et souvent, il découvre que ses propres parties de basse ont été réenregistrées, parfois par Keith lui-même, parfois par d'autres musiciens. Un sentiment d'inutilité s'installe peu à peu.
Chaque session devient plus difficile à gérer, car Bill sait qu'il est indispensable pour la cohésion musicale du groupe, mais qui n'a pas son mot à dire sur la direction artistique. Il se retrouve à jouer une partition qu'on lui impose, sans jamais pouvoir en discuter ou en proposer une nouvelle. Il n'est pas exclu du groupe, mais il n'est jamais inclus. Il est là, en arrière-plan, jouant son rôle à la perfection, mais en souffrant de cette marginalisation silencieuse qui devient de plus en plus évidente. En privé, Bill se confie parfois, écrivant dans ses journaux personnels qu'il se sent plus comme un simple instrument qu'un véritable membre du groupe. Les conversations s'arrêtent quand il entre dans la pièce, et bien qu'il soit reconnu pour son expérience et son professionnalisme, ce respect ne se traduit pas par une véritable inclusion. La première fracture, cependant, ne se fait pas ressentir immédiatement. Les Rolling Stones, encore jeunes et relativement désorganisés à l'époque, se concentrent avant tout sur la survie et la carrière musicale. Ils n'ont pas encore les moyens de se permettre des luttes de pouvoir internes. Mais avec l'augmentation du succès, les tensions commencent à surgir, même si elles restent discrètes. L'isolement de Bill s'amplifie à mesure que la popularité du groupe grandit. Bill ne devient pas un outsider en raison d'une dispute ouverte, mais par le silence constant qui le pousse toujours davantage dans l'ombre. C'est ce processus lent, mais inévitable, qui marque le début de son malaise avec les Rolling Stones. Les années 1970 marquent un tournant décisif pour les Rolling Stones, et pour Bill Wyman, elles représentent un moment charnière où les tensions internes prennent une ampleur nouvelle. Si la popularité du groupe atteint des sommets, la stabilité des relations au sein de la formation est-elle mise à rude épreuve. Bill, qui avait jusque-là fait de son mieux pour maintenir l'équilibre en coulisses, commence à ressentir de manière plus concrète l'impact de la transformation du groupe en une machine à succès. Mais au-delà de l'ascension musicale, c'est surtout la tragique disparition de Brian Jones qui change irrémédiablement la dynamique des Rolling Stones. Brian, qui avait fondé le groupe et était le catalyseur initial de sa formation, a toujours été un personnage complexe, mais aussi l'âme artistique du groupe à ses débuts. Sa disparition en 1969 a non seulement laissé un vide musical, mais a surtout modifié de manière décisive l'équilibre interne des Stones. Brian était un personnage à part, imprévisible et difficile à cerner, mais il possédait une vision musicale et créative qui résonnait profondément avec Bill. Ils partageaient une vision commune du groupe en tant que collectif, une vision de collaboration où chacun apportait sa pierre à l'édifice sans être légué à un rôle secondaire ou réduit à une simple fonction. Brian comprenait Bill d'une manière que personne d'autre n'a jamais pu faire. C'est avec lui que Bill a partagé des chambres pendant les tournées, partagé des conversations longues et des moments de complicité musicale qui ont forgé leur relation au-delà du simple aspect professionnel. Lorsque Brian a été écarté du groupe, c'est un message puissant que Bill a reçu en même temps que la perte d'un ami proche. La manière dont Brian a été évincé des Rolling Stones marque un changement profond dans la gestion interne du groupe. Les premiers signes de ce qui allait devenir une hiérarchie de pouvoir strict s'installent. Bill, qui avait toujours été un membre loyal, observe la transformation silencieuse du groupe. Keith Richards prend progressivement le rôle de leader créatif, surtout de force dominante en dehors des studios. Mick Jagger, lui, s'impose comme le leader charismatique et stratégique du groupe, s'occupant de l'image et de la direction commerciale des Rolling Stones. Tandis que Charlie Watts et Bill Wyman, les deux piliers stables du groupe, se retrouvent dans une position plus périphérique, observant les tensions croissantes sans véritablement pouvoir influencer les décisions. À partir de ce moment, l'équilibre des forces au sein des Rolling Stones évolue. Bill Wyman se rend vite compte que sa place dans la dynamique du groupe est de plus en plus réduite. Son rôle devient celui d'un simple exécutant, présent lors des tournées, jouant son rôle sur scène et en studio, mais de plus en plus marginalisé dans les décisions artistiques et financières. Il est un membre indispensable de l'orchestre, mais son implication personnelle dans les choix créatifs s'amenuise de jour en jour. La mort de Brian Jones ne fait pas qu'éliminer un membre du groupe, elle scelle également le destin de Bill Wyman à long terme. Avec la disparition de Brian, Keith Richards devient non seulement l'âme créative du groupe, mais aussi celui qui impose une discipline stricte et une vision de la musique qui n'est plus partagée de manière égalitaire. Mick et Keith se rapprochent, formant un duo qui incarne la direction que prend le groupe. Bill et Charlie, plus en retrait, n'ont plus leur mot à dire, malgré la contribution indéniable de Bill à l'essence musicale du groupe. Les Rolling Stones deviennent un groupe où l'individualisme prédomine et où l'opinion des autres membres n'a plus le même poids. La situation devient encore plus évidente lors des enregistrements. Bill, toujours professionnel, arrive dans les studios prêt à travailler sur de nouvelles compositions, mais il se rend compte qu'il n'a plus réellement sa place dans les décisions créatives. Ses parties de basse sont parfois enregistrées sans qu'il en ait été informé. Les crédits d'auteur sont attribués à Mick Jagger et Keith Richards exclusivement, écartant ainsi Bill de l'écriture musicale,
même lorsque son influence est évidente. Les morceaux comme Jumping Jack Flash ou d'autres classiques des Stones, qui ont vu sa contribution sous forme de riffs de basse mémorables, n'évoquent aucunement son nom. Il est mis à l'écart de l'écriture, ce qui contribue à creuser un écart financier et créatif de plus en plus difficile à ignorer. Même lorsque Bill propose des idées nouvelles en studio, celles-ci sont souvent ignorées ou attribuées à d'autres. Le groupe est en train de se transformer en une entité gérée non plus par la collaboration, mais par la domination de deux membres, Mick et Case. Bill se sent de plus en plus comme un spectateur plutôt que comme un acteur. Le groupe qu'il a recruté en 1962 ne ressemble plus en rien à celui qu'il avait rejoint, et Bill commence à se rendre compte qu'il est le dernier à en faire les frais. Bill, qui avait toujours fait preuve d'une loyauté indéfectible envers les Rolling Stones, commence à ressentir le poids de cette exclusion silencieuse. Pourtant, il n'exprime aucune colère, du moins pas publiquement. Il préfère rester dans l'ombre, poursuivant son rôle avec professionnalisme et discipline, pensant toujours que sa contribution serait un jour reconnue. Mais cette reconnaissance ne vient jamais, et au contraire, Bill commence à réaliser qu'il est devenu un rouage interchangeable dans cette immense machine musicale. Au fil des années, la situation se détériore lentement. Bill est toujours présent pour les tournées, mais il devient de plus en plus évident qu'il est mis de côté. C'est un membre du groupe, mais un membre dont la voix et l'opinion ne comptent plus. C'est ce sentiment d'être présent mais superflu qui commence à le ronger. Le respect qu'il reçoit de ses pairs n'est pas suffisant pour combler l'absence de reconnaissance réelle de sa contribution musicale et artistique. Et pourtant, il persiste. Peut-être par fidélité au groupe, peut-être par habitude. Mais plus le temps passe, plus le malaise se fait sentir. Les tournées des années 1980, particulièrement celles autour des albums Steel Wheel et Urban Jungle, montrent l'ampleur de l'écart entre Bill et le reste du groupe. À ce moment-là, Bill ne se sent plus intégré au projet. Il continue de jouer, fidèle à sa mission, mais il est devenu un simple exécutant de plus, pris dans un cycle où l'argent et le succès ont pris le dessus sur la collaboration artistique. Ce n'est que plus tard, à travers ses mémoires et ses déclarations, que Bill révélera l'étendue de ce sentiment d'effacement et l'injustice qu'il a vécue pendant des décennies en coulisses. Il n'est pas parti dans un éclat de colère ou de ressentiment, il est parti parce qu'il ne pouvait plus se mentir à lui-même. Le prix à payer pour rester dans un groupe qui ne reconnaissait plus sa place était devenu trop élevé, tant émotionnellement que financièrement. Et c'est ce départ silencieux, sans fanfare ni annonce, qui définit le véritable sentiment de Bill vis-à-vis de son expérience au sein des Rolling Stones, celui de la fin d'une ère, mais aussi de la fin d'un certain respect personnel. Voilà, vous avez maintenant un aperçu fascinant de l'histoire de Bill Wyman avec les Rolling Stones. Un parcours marqué par la loyauté, le silence et finalement un départ discret mais inévitable. Bill n'a jamais été un homme de grands mots, mais son histoire parle d'elle-même. Après plus de 30 ans dans le groupe, il a choisi de partir non pas à cause d'un conflit spectaculaire, mais parce qu'il ne pouvait plus tolérer le rôle qu'on lui avait assigné. Le respect, la reconnaissance et la place qu'il méritait en tant que membre fondateur de l'un des groupes les plus iconiques du monde lui échappaient peu à peu. Son départ n'était pas un acte de faiblesse, mais une véritable prise de conscience. Un acte de survie. Car rester aurait voulu dire s'effacer encore davantage, se mentir à soi-même et accepter un statut qu'il ne pouvait plus assumer. Le silence qu'il a maintenu pendant toutes ces années ne vient pas d'un manque de ressentiment, mais d'une lucidité tragique. Bill Wyman a compris qu'il devait se libérer pour retrouver sa propre identité, loin du bruit des tensions des Rolling Stones. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Bill aurait dû parler plus tôt, ou son silence était la seule manière de préserver son équilibre personnel? Et concernant son départ des Stones, était-ce un acte de faiblesse ou le seul choix qui lui restait pour se protéger? J'ai hâte de connaître vos avis. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire de Bill Wyman et des Rolling Stones, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt pour d'autres récits passionnants sur les légendes de la musique. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On vous attend pour d'autres récits passionnants sur les légendes de la musique.